Bonsoir chers auditeurs et bienvenue sur Méridien Zéro. Ce soir à la barre de cette émission, Gérard Vaudan, accompagné d'Eugène Crampon. Bonsoir Eugène. Bonsoir Gérard. Et dans le studio, nous avons la joie de recevoir Pierre Jovanovic. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous et toutes. Absolument. Vous avez des filles qui vous écoutent quand même. Bien sûr, plein. Je suis rassuré. Alors, ce soir, cette émission s'intitule « Les financiers qui mènent le monde » ou « Le jeu trouble de la finance internationale ». Nous allons donc tenter, chers auditeurs, de vous dépeindre, de vous expliquer, de vous expliciter les liens entre la finance et le pouvoir. Nous ferons un zoom sur j'allais dire une charmante demoiselle, mais c'est pas le terme exact finalement, mais on en reparlera après, de Miss Masters et cette fameuse banque JP Morgan. Et enfin, en dernière partie d'émission, si nous arrivons à tenir notre timing, mon cher Eugène, eh bien, nous aborderons la crise telle que nous la connaissons en 2012 et tout ce qui va nous tomber dessus dans les mois prochains. Alors, mon cher Eugène, une petite présentation, voire une présentation tout court pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas forcément notre invité. Pierre Jovanovic, pour beaucoup, vous l'avez découvert dans son entretien dans le dernier numéro de Réfléchir et Agir, mais plus globalement, c'est un personnage multicasquette puisque c'est un journaliste spécialisé dans les questions économiques et financières. Et informatique. Quand je dis un journaliste, c'est un vrai journaliste. Lui, il a travaillé au Matin de Paris, il a travaillé au Quotidien de Paris. Il anime une revue de presse dans une radio concurrente, Radio Ici et Maintenant. Il anime un site internet sur les questions économiques et financières, un des 4 sites les plus visités en France sur ce sujet. C'est un personnage qui est très consulté, trop rarement cité à notre goût malheureusement. Pourtant il fait des analyses tout à fait pertinentes. Et puis surtout il anime aussi au sein d'une très sympathique maison d'édition qui s'appelle Le Jardin des Livres, une collection sur les sujets économiques. Et c'est à ce titre qu'il a fait paraître cette biographie de Blythe Master dont vous parliez Gérard il y a quelques instants, cette fameuse banquière de la banque JP Morgan dont on va parler tout à l'heure parce que c'est un personnage qui a inventé ni plus ni moins que les armes de destruction financière, les armes de destruction massive en matière financière. Il a fait paraître un livre tout à fait intéressant sur l'histoire de la JP Morgan de ces 20 dernières années. Il a traduit un livre qui était paru aux États-Unis de Gillian Tett, qui est une grande journaliste du Financial Times, qui s'appelle L'or des fous, un magnifique document à lire qui se lit comme un thriller. Et puis des livres dont on va parler tout à l'heure, notamment ce beau lingot d'or que vous avez entre les mains. Oui, sous la forme d'un lingot d'or qui s'appelle le retour au standard or du professeur Antal Fekete, un livre important dont on dira beaucoup de choses tout à l'heure. Antal Fekete, c'est quand même un grand spécialiste du marché mondial de l'or. Et puis un livre actuellement qui est paru il n'y a pas si longtemps qui s'appelle L'effondrement du dollar et de l'euro de James Turk et John Rubino. Alors l'intérêt de tous ces livres, on en parlait tout à l'heure au micro, c'est que on n'a pas besoin d'être titulaire d'un Master 2 en gestion finance pour les apprécier, pour découvrir et les lire. C'est surtout ça qui est intéressant. Ils sont à la portée de tout le monde pourvu qu'on puisse faire un peu d'effort intellectuel. Enfin, voilà. Attendez, je vous dirais que tous vos auditeurs, ils savent compter quand ils voient les sous qu'il leur reste en banque. Ils n'ont pas non plus besoin d'un master ou d'un MBA pour voir qu'ils sont à découvert. Si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Alors, on aborde la première partie de l'émission. On va parler des liens entre la finance et le pouvoir. Je pense qu'on va surtout attaquer par la face américaine de la situation, de l'iceberg, parce que c'est de là que tout est parti, c'est de là-bas que tout est parti. Alors, Pierre Jovanovic, est-ce qu'on peut dire qu'il existe un lien entre le monde politique américain et celui de la finance ? Évidemment qu'il existe un lien. Vous savez, il a toujours existé des liens entre la politique et la finance. Ça date pas d'hier. Vous reprenez tous les livres qui racontent Rome, quel que soit l'empereur, que ce soit Auguste, César avant Auguste et tous les autres, il y avait toujours un lien très fort entre les financiers et le pouvoir. C'est même la clé du pouvoir. Je veux dire, celui qui finance, celui qui maîtrise les finances, celui qui bat monnaie, celui qui a le pouvoir de mettre monnaie, eh bien, il contrôle le pays. Puisque, avant tout, un pays
n'est qu'un système d'échanges sociaux. Et donc ces échanges sociaux sont monétisés. Donc c'est celui qui contrôle ce système opérationnel, que ce soit les pièces d'or de Rome, que ce soit les moutons de Sumer, que ce soit les sacs de riz, de riz mais de blé du temps des prêtres égyptiens qui contrôlaient le pays. Il y avait toujours, si vous voulez, une caste qui pilotait et bien entendu avec l'aval du pouvoir politique. Alors le meilleur exemple, c'est l'Égypte, puisque j'avais écrit un roman il y a une dizaine d'années qui s'appelle Le Prêtre du Temps, donc qui se passe en 1800 avant Jésus-Christ, donc c'est une période très peu connue, et j'étais obligé de faire des recherches dans les universités pour voir comment étaient payés les gens à une époque où les pièces d'or n'existaient pas. Donc ça, c'est vachement intéressant. Comment étaient payés les gens? Comment nos arrière-grands-parents étaient payés? Comment les grands prêtres d'Amon, par exemple, étaient payés? C'était quoi leur salaire mensuel? Eh bien, figurez-vous que si je devais, par exemple, transposer la façon de payer d'il y a 4000 ans à aujourd'hui, eh bien on pourrait dire que, par exemple, je serais payé tous les mois avec 10 packs de bière Cronenbourg. Non mais c'est vrai, les prêtres d'Amon étaient payés avec des jarres de bière. Ensuite, ils étaient payés avec des sacs de blé. J'espère que les jarres de bière n'étaient pas remboursés par la Sécu à l'époque. Dans l'époque, ils n'avaient pas de Sécu. Ils ne vivaient pas très longtemps. Vous voyez, ils étaient payés en matière première. D'accord. Attention. Ils étaient payés en matière première, donc avec de la viande séchée, etc. Donc les gens étaient payés en matière première, point. Et c'est tout. L'or n'était pas considéré comme une monnaie à l'époque. L'or était réservé uniquement aux dieux et aux déesses. Et d'ailleurs, tous les trésors égyptiens qu'on a retrouvés, notamment Toutankhamon, vous voyez bien que l'or était strictement réservé donc aux embaumements. C'était plus quelque chose d'extrêmement spirituel qu'une monnaie. Vous voyez, donc c'est... et puis, il y a eu l'invention, ou du moins l'apport de l'or, donc c'est Crésus qui a inventé, on va dire, la pièce d'or, où effectivement c'était plus simple d'aller au marché avec vos pièces d'or. Qu'avec 20 packs de Cronenbourg, quand même. Qu'avec 20 packs de Cronenbourg. Voilà. Et de fil en aiguille, si vous voulez, à chaque fois, on a rajouté une couche. C'est-à-dire, on a dématérialisé les packs de bière, les moutons, les sacs de riz, etc., de blé, blabla. On les a remplacés par des pièces d'or, ensuite par des billets. Des billets papier, et maintenant c'est des cartes de crédit. Vous voyez, donc c'est différents niveaux, si je peux dire, de monétisation de l'échange. Mais à la base, c'est toujours de la matière première. Alors, pour autant, aux États-Unis, est-ce que c'est pas la quintessence du système que vous dénoncez aujourd'hui ? Les liens entre le pouvoir et la finance. Attention, moi je ne dénonce... Je veux dire, attendez, la relation entre... finance et pouvoir, attendez, excusez-moi, mais en France, on est quand même assez bien placé, avec Pompidou, Banque Rothschild, qui a quand même inventé, fait voter la loi du 3 janvier qui empêche la France de battre monnaie. 73. Voilà, du 3 janvier 73 qui empêche la France de battre monnaie et qui surtout nous oblige, nous, la France, à emprunter auprès des banques privées. Ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, c'est quand même absolument un scandale, mais bon, il y aura d'autres spécialistes là-dessus, qui nous oblige en fait à vendre notre dette, pas auprès des Français, comme les Japonais par exemple. Ce sont les Japonais qui achètent la dette du Japon, mais auprès des pays étrangers. Donc vous voyez que c'est quand même extrêmement important. Et cette trahison, je considère ça comme une trahison de Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'il y avait 3 hommes. Il y avait donc Pompidou, ancien patron de la Banque Rothschild quand même, il ne faut pas l'oublier. Vous aviez son jeune directeur de cabinet qui était Édouard Balladur, et vous aviez un jeune inspecteur des finances qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Tout cela, vous les avez retrouvés, exactement à la même période que j'ai décrit dans Blind Masters, où tout a été fait, la grande libéralisation, où on a annulé toutes les règles prudentielles, comme on dit, mais surtout de prudence, qui interdisaient aux banques de dépôt, de spéculer avec votre argent sur les marchés. Et voilà où on est arrivé. Donc oui, aujourd'hui, la collusion entre la Maison-Blanche, de tous les hommes à la Maison-Blanche, et le pouvoir financier, mais c'est absolument épouvantable. D'ailleurs, on a vu un collègue de Blind Masters, vous avez lu le livre, tout à l'heure vous me parliez du livre, vous me disiez que vous l'avez apprécié, absolument, parce que vous avez appris des choses. Oui. Eh bien, vous avez vu que dans le livre, je montre que un de ses collègues directs, donc de Madame Blind Masters, a été nommé secrétaire général de l'Élysée.
Enfin, pour nous, ça correspondrait au secrétaire général de l'Élysée. Pour eux, c'est le secrétaire général, c'est le grand patron de la Maison-Blanche. Hein, voilà. Donc, attendez, expliquez-moi comment un patron de la JP Morgan va aller piloter la Maison-Blanche, l'intendance de la Maison-Blanche. Hein, c'est-à-dire vraiment gérer toute la Maison-Blanche, au niveau salaire, machin, etc., fonctionnement, administration, intendance, approvisionnement, tutti quanti. Voilà. Deuxième chose, c'est tout à fait nouveau. La collusion entre Goldman Sachs, tous les banquiers de la Goldman Sachs qui ont noyauté, vous avez vu qu'aujourd'hui, Papa Andréou a été viré, il a été remplacé par un technicien. Par un technicien des bancaires. C'est un diplômé, c'est un économiste qui a bien entendu fait ses études aux États-Unis. En Italie, vous avez un ancien de la Goldman Sachs. Vous avez un peu partout dans tous les pays européens, pas au sommet, comme en Italie, mais assez proche du sommet, vous avez tout un tas de banquiers, d'anciens de la Goldman Sachs. Ils ont positionné leurs hommes un peu partout. C'est l'équivalent d'une super franc-maçonnerie. Vous voyez, en France, vous avez régulièrement les numéros, les marronniers. En général, c'est au mois de juin, au mois de mai. Le pouvoir secret des francs-maçons, patati patata. Mais bon, ça fait 30 ans qu'ils le font. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais là, c'est une super franc-maçonnerie parce que ce sont des gens, si vous voulez, qui ont les manettes et qui peuvent vous donner, enfin, à ceux qui leur plaisent, ils peuvent leur signer des chèques ou du moins diriger vers eux des montants colossaux, genre 400, 500 millions d'euros, etc. Donc il faut le voir comme ça. C'est quelque chose de très très important. Et la dernière chose, vous avez le directeur des relations publiques. Donc le patron ce qu'on appelle vous savez, l'attaché de presse du président, enfin de la maison. Donc le grand patron des relations publiques de Goldman Sachs, c'était Luca von Prague. Donc c'est un homme que le grand public ne connaît pas par définition, et que les journalistes qui le connaissent, parce que c'est l'interface entre Goldman Sachs et la presse. Okay, eh bien, il est parti. Il a été remplacé par qui? Alors, je ne me souviens plus de son nom, mais tout ce que je sais, c'est que juste avant, il était le directeur des relations presse de Tim Geithner, qui est l'actuel secrétaire au Trésor américain, qui fait la planche à billets. Donc, vous voyez que et tout est comme ça. Je veux dire, vous avez je veux dire, vous avez des centaines de banquiers aujourd'hui de la Goldman Sachs, mais aussi de la JP Morgan, qui ont pris des postes extrêmement importants. Ils sont en train de mettre la main littéralement sur le pouvoir politique un peu partout. Donc vous diriez que l'entourage d'Obama est phagocyté par ces gens-là ? Mais Obama n'existe pas. C'est de ce que j'ai vu. Vous savez, il y a quelque chose. Vous savez, vraiment, je suis un vieux journaliste. J'ai obtenu ma carte de presse, je sais plus, j'avais 24 ans ou 25 ans, donc ça ne nous rajeunit pas. J'en ai 52 aujourd'hui. Tout ce que j'ai vu, si vous voulez, c'est que il y a, comment dire, une sorte de prolongation. Du pouvoir. Aujourd'hui, la démocratie n'existe plus. Il n'y a plus de démocratie. Tout ce qu'on voit aujourd'hui avec les élections présidentielles, etc., ça n'existe plus. Il y a une règle en politique, c'est-à-dire que quand vous avez un président qui est élu, il a exactement 3 mois, pas plus, pour imposer tous les changements qu'il veut. Les fameux 100 jours. Oui, voilà, c'est la stratégie, ce qu'on appelle une mini-stratégie du choc. Vous avez exactement 3 mois pour virer tous les mecs dont vous ne voulez pas et pour imposer la politique que vous voulez. Bon, je l'ai dit, genre les enregistrements de la radio ici et maintenant et mon blog sont là pour vous le prouver. Au bout de 3 mois, après 3 mois de l'arrivée d'Obama, j'ai dit ce mec est vendu à Wall Street, parce que j'ai vu les nominations qui ont été faites, etc. Et vous verrez qu'il ne fera rien. Et il n'a strictement rien fait. Vous n'avez vu strictement aucun banquier mis en prison après l'affaire des subprimes. Strictement aucun. Et Monsieur Madoff alors? Mais attendez, Madoff n'est pas un banquier. Attendez, il n'était pas à la tête d'une banque. Il était le patron c'était un petit courtier. Attendez, mais c'est un peu comme, je sais pas. Madoff est une fourmi à côté d'un Tyrannosaurus Rex, de ce que sont les banques. C'est une fourmi. Et alors, c'est pas un banquier. D'accord. Vous parliez tout à l'heure on parlait en tous les cas de je finis simplement sur Obama. Il a rien fait. D'accord. Il ne fera rien. Et si vous regardez vous savez, aux États-Unis, ils sont obligés de dire les montants qu'ils ont reçus des différentes entreprises, les candidats au présidentiel. Si vous regardez ça, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que c'est Goldman Sachs, que c'est JP Morgan, etc., qui ont financé tous ces gens. C'est eux qui l'ont financé en grande majorité. Vous savez, il suffit de regarder. C'est absolument épouvantable parce qu'on a deux types d'informations, et l'information qui est donnée aux gens aujourd'hui, elle est complètement saupoudrée, c'est du lait, c'est de l'information écrémée.
Vous voyez, c'est comme du lait, mais en poudre. On ne vous donne pas la contenance, on vous donne juste quelques ersatz d'informations. Et au bout de 3 mois, tout le monde l'avait vu. À l'époque, je me suis fait insulter par des auditeurs de la radio en disant « Mais enfin, comment pouvez-vous dire qu'Obama ne fera rien ?» Non seulement on l'a rien fait, mais en plus, la situation a gravement empiré. Attendez, est-ce que vous imaginez que pendant les quinquennats, non, c'est 4 ans, je ne sais plus comment on dit, la Fed, la Banque fédérale américaine, a imprimé plus de billets de dollars que tout au long de toute l'histoire depuis la création du dollar. D'accord ? C'est-à-dire, ils ont imprimé autant de dollars en 4 ans qu'en 90 ans. Enfin, à peu de choses près. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a un vrai souci. Est-ce qu'il y a au moins un président des États-Unis qui un jour a voulu les sortir des griffes de ces gens-là ? Ah, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, mais ils ont tous payé un prix très cher. Kennedy ? Alors, effectivement, on dit beaucoup que Kennedy avait décidé effectivement d'enlever une partie des pouvoirs à la Fed et que c'était. Je vous en avais parlé à l'époque quand vous m'aviez interviewé. J'avais écouté son discours parce que le musée Kennedy diffuse maintenant sur Internet les discours originaux de Kennedy. Alors bon, j'ai la chance d'être bilingue, donc je peux vraiment comprendre ce qu'il dit. Et clairement, il voulait enlever le pouvoir de monétisation à la Fed. C'était quelque chose. Vous avez eu d'autres présidents qui ont tous très mal fini, qui ont failli être tués. C'est pas le premier. Il y a eu à peu près 4 ou 5 tentatives d'assassinat de présidents américains avant lui. Ça, on l'oublie. Il y en a un qui avait vraiment voulu, comment dire, je me souviens plus de son nom, mais il avait vraiment voulu donner le pouvoir au peuple, le financier, interdire. Et ben ça n'a pas marché, évidemment. Il s'est heurté tout de suite au fameux cartel des banques, vous savez, des accords de l'île Jekyll, là. Oui, Jekyll Island en 1913. C'est très très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Ils ont mis la main sur le monde grâce à l'émission de monnaie papier qui n'est plus basée sur l'or. Voilà. Alors, les Américains ont trouvé une formule qui leur permettait de... il y avait que les pays qui pouvaient échanger leur dollar contre l'or. Mais bien entendu, ils ont imprimé infiniment plus de dollars que d'or. Et puis, parce qu'il y a eu la guerre du Vietnam, entre autres. Et puis, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, là, je vous invite à lire tous le retour au standard du professeur Fekete. Il l'explique très très bien. Il montre bien d'ailleurs, mais il n'est pas le seul, Rubino, Turc et d'autres, il vous montre bien qu'il y a une collusion totale entre les banques qui payent les campagnes des politiques. C'est ce que je dis dans le livre, n'oubliez pas, Black Masters, elle n'a pas besoin d'être élue, elle n'a pas besoin de faire une campagne, elle n'a pas besoin de se taper les 500 signatures ou je ne sais quoi, elle n'a pas besoin de faire des meetings à droite, à gauche, en haut, etc. Des trucs complètement qui sont vraiment fatigants pour les candidats politiques. Elle n'a pas besoin. Ça fait 20 ans qu'elle pilote la JP Morgan. Je veux dire, elle prend son téléphone, elle fait monter ou baisser les cours du cacao. Vous avez tout de suite 3-4 révolutions en Côte d'Ivoire et ailleurs. D'ailleurs, on l'a vu. Le cacao. Oui, le cours du cacao. Effectivement, on pourra en revenir dans une autre partie là-dessus. C'est très important. Les banques ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, on le voit. C'est la première fois d'ailleurs qu'ils ne s'en cachent plus. Justement, pour illustrer ça, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'étais vraiment halluciné dans votre livre. Notamment on parle de collusion finance-pouvoir. Pouvoir politique, et il y a notamment, vous décrivez, enfin vous citez même le nom des gens qu'on va retrouver, alors qui sont issus du milieu de la finance et qu'on va retrouver à des postes clés de la CIA. Alors ça c'est vraiment je suis le premier journaliste. Aucun journaliste n'a jamais fait. Même aux États-Unis. Je suis le premier, et d'ailleurs, je dois le dire, je ne l'ai pas fait exprès. C'est uniquement... Racontez-nous ça. Je ne l'ai pas fait exprès, si vous voulez. J'ai essayé de comprendre, parce qu'on parle de Madame Black Masters. J'ai essayé de comprendre, si vous voulez,
qui était, je veux dire, cette femme est diplômée de Cambridge, donc c'est pas fondamentalement une idiote a priori, hein, pour sortir de Cambridge en éco, etc., finance, en plus c'est une super mateuse, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et comme tous les étudiants, je veux dire, on a tous eu à un moment donné un maître à penser, on va dire, ou plusieurs maîtres à penser, je veux dire, dans différentes disciplines, hein, voilà. Par exemple, je sais pas, les gens qui font un doctorat en philosophie, ils ont un penchant pour Spinoza, l'autre ça va être Nietzsche, oui, hein, chacun a son auteur favori, voilà. Eh bien, Madame Masters, elle, a son maître à penser, hein. J'ai mis du temps à trouver qui était son maître à penser, mais je l'ai trouvé. Et c'est effectivement, c'est un banquier qui est tombé d'ailleurs dans un immense scandale financier aux États-Unis, dont on n'a pas fait trop de bruit à l'époque, hein, c'est Monsieur Sanford, Charles Sanford. C'est le Steve Jobs de la banque. Hein. Personne ne connaît, personne ne cite nos noms. Pourtant, aujourd'hui, dans cette crise financière mondiale, c'est son ombre qui est là. C'est son ombre qui plane vraiment au-dessus de tout ça. Parce que il a été le premier à dire, je ne veux plus du vieux banquier, hein, ou du banquier classique, hein, qui est là en agence, et puis vous avez un couple qui vient le voir, et puis il juge les gens au pif. C'est-à-dire, il suit son intuition, quoi. Il dit, bon, celui-là, je le sens bien, allez, je vais lui donner son prêt. Celui-là, je le sens pas, dehors. Celui-là, je le sens bien. Celui-là, je sais pas, donc je vais lui donner la moitié, etc. En fait, l'intuition des banquiers, aussi longtemps qu'on remonte, que ce soit les banquiers vénitiens ou ceux de Charles Bell ou même du temps de Rome. Voilà. Donc, il a dit, nous allons modéliser tout ça, hein, avec un certain nombre de paramètres, et on va rentrer ça dans les ordinateurs. À l'époque, c'était l'arrivée de la grande informatique dans les banques, donc ils ont vraiment modélisé ça, et on va dire, nous, on va donner une méthode scientifique pour savoir si quelqu'un qui demande un prêt va rembourser ou pas. Boum. Voilà. On va dire, ça, c'est vraiment le grand, la grande... c'est lui, le maître à penser de Black Masters. Et de fil en aiguille, si vous voulez, donc je me suis penché sur la banque. Hein, sur sa banque, hein, de la fameuse Bankers Trust. Hein, c'est cette banque américaine qui a été impliqué dans des escroqueries absolument horribles, hein, où il était question de vraiment de sodomiser les clients. Enfin, c'est ce que disaient les. Il y a des échanges voilà, entre les traders qui sont vraiment extraordinaires. Et encore, j'ai pas tout mis, hein, parce que ce sont les cassettes qui ont été donc prises par le FBI. Donc on a eu les retranscriptions, parce qu'à l'époque, toutes les conversations étaient voilà. Oui, c'était une obligation légale. Voilà. Parce que quand un client téléphonait, on disait achetez-moi pour 200 000 euros d'IBM, ou vendez-moi pour 300 000 euros d'American Airlines. Il vaut mieux garder une trace. Voilà, il fallait une trace, et la trace, c'était l'enregistrement téléphonique. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, et j'ai vu que cette banque, en fait, qu'il a été viré comme un malpropre de la banque, que la banque lui a payé, je ne sais plus combien, 3 ou 4 millions de dollars cash pour qu'il se la ferme. Et le plus étrange, si vous voulez, c'est qu'il y a un journal qui s'appelle American Banker, qui est la bible des banquiers américains, que personne ne connaît, mais que tous les banquiers lisent, et donc qui a titré Charlie Sanford a été payé pour se taire. Donc vous voyez que ça fait mal, ça, aux États-Unis, ce genre de truc, ça fait très mal. Bref, et donc sa banque qui a escroqué, vous savez, quand vous aviez des vieilles dames qui mouraient et puis qui n'avaient pas d'héritier direct ou des choses comme ça, non ? Voilà, qui n'avaient pas d'héritier en général, donc les comptes étaient, donc la banque était obligée de remettre les comptes, enfin, suivant l'État, mais disons qu'à San Francisco, c'était la ville de San Francisco qui héritait de tout ça, voilà, hein, parce qu'il n'y a pas d'héritier, donc c'est la ville de San Francisco. Et la banque, donc elle, ça restait à la banque. Voilà, ça restait à la banque. Enfin bon, ils sont tombés tellement bas dans le vol, l'escroquerie, mais c'est pire que les Raptous, quoi. Les Dalton à côté, c'est des enfants de cœur. Et ça, c'était la Bankers Trust. Et cette banque qui allait faire faillite, hein, puisque son action est tombée, on va dire que son action était à $100 et qu'elle est tombée à 2 centimes, hein, eh bien, figurez-vous que d'un seul coup, elle a été rachetée, on ne sait pas pourquoi, par la Deutsche Bank. C'est-à-dire les banquiers allemands, comme ça, les mecs, ils arrivent de leur Bavière et puis ils décident de racheter une banque accusée d'escroquerie pour plusieurs milliards. Je crois que c'est 9 milliards et demi. Oui, 9 milliards, alors qu'ils auraient pu l'avoir pour $1. Ils auraient pu l'acheter pour $1. C'est extraordinaire.
Hein, et il nomme à la tête de cette banque tout de suite deux banquiers qui ont financé Microsoft, etc. Enfin bon, et je découvre que d'un seul coup, le patron de cette banque se retrouve, hein, avec l'élection de George Bush, et le mec se retrouve, enfin il est nommé par le président Bush numéro 3 de la CIA. Bon, comme ça du jour au lendemain. Comme ça du jour au lendemain. Alors moi j'ai fait mon service militaire, j'étais secrétaire d'état-major, donc j'avais une habilitation secret défense, donc je voyais passer un certain nombre de parapheurs, enfin du moins les parapheurs qui étaient à mon niveau d'habilitation, et je peux vous dire que dans le monde militaire, et surtout quand vous êtes en état-major, vous avez différents degrés d'habilitation, hein, on fait une enquête sur vous, blabla, etc. Et vous avez donc un général, par exemple, il a une habilitation, enfin à l'époque ça s'appelait rubis, hein, si mes souvenirs sont bons, donc vous avez un tampon rubis, hein, donc il n'y a que ceux qui ont l'habilitation rubis qui peuvent lire ces documents, voilà, c'est ultra secret, blabla. Vous n'êtes pas nommé du jour au lendemain patron de la DGSE ou de la DST ou de la BCRI si vous n'avez pas tous les niveaux d'habilitation. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, absolument. Donc le type, il est nommé numéro 3 de la CIA, donc par définition aux affaires financières, donc c'est un mec qui voit tout. Je veux dire, l'argent sale, l'achat des armes, les virements suspects, les gens qu'on paye au noir, au Nicaragua, en Amérique du Sud, en Suisse, enfin je vous en parle. Je veux dire, c'est un poste clé. Je veux dire, vous n'êtes pas nommé numéro 3 à la CIA du jour au lendemain. Vous êtes déjà à la CIA. Et il n'est pas tout seul. Voilà, c'est ça. Vous et êtes il n'est déjà pas tout seul. Et c'est là, en tirant, si vous voulez. Et la liste défile. Et d'un seul coup, là, c'est là où j'ai commencé à approfondir mon enquête. J'ai commencé à tirer un fil sur la Bankers Trust. J'ai commencé à sortir tous les cadres de la Bankers Trust et puis regarder où ils étaient. Et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, la Bankers Trust était la banque de la CIA. Ouais, c'est ça. Voilà. Avec la BCCI qui finance les coups foireux, etc. On avait d'ailleurs le frère de Jacques Attali, qui était patron de la filiale française de la Bankers Trust. Il faut le savoir. C'est pas mal. Il faut le savoir quand même. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est pour ça que je dis à vos... D'abord, je remercie tous les lecteurs. Hein, parce que moi j'ai vraiment beaucoup de lecteurs qui me disent écoutez, j'ai lu votre livre, franchement je le recommande à tout le monde. Je dis aux éditeurs, lisez-le et vraiment c'est explicite. Il y a pas il faut que tout le monde, hein, vous comprenez maintenant pourquoi je suis interdit de télé. Oui, effectivement, un peu mieux. Voilà, donc c'est effectivement, et quand vous pensez que JP Morgan, la banque de Madame Blacknasters, possède 10% de TF1, c'est quand même absolument hallucinant. Vous êtes pas prêt de remplacer Jean-Marc Sylvestre comme conseiller économique de la chaîne. Non, mais attendez, j'ai eu Jean-Marc Sylvestre comme chef de service, hein, quand j'étais jeune journaliste. Jean-Marc Sylvestre est un libéral, hein, c'est un ami de Madelin. Vous pouvez éviter de dire des gros mots à l'antenne. Non, mais c'est vrai, c'est un ami il a toujours été. Moi, je me souviens de déjeuner qu'on avait fait avec Alain Madelin et Jean-Marc Sylvestre. C'est un libéral de première. Hein. Jean-Marc Sylvestre a retourné sa veste du jour au lendemain. C'est Sylvestre. Recto verso. Voilà, il y a eu la crise. Ah bah d'un seul coup, tiens, il faut une bouquin pour expliquer la crise. C'est n'importe quoi. Alors par contre, vu qu'on parle de la politique française ou tout du moins de certains politiciens. Comment est-ce qu'on voit, où est-ce qu'on voit aujourd'hui l'influence de tout ce petit monde dans notre campagne présidentielle 2012 là ? Est-ce qu'il y a la main de la finance derrière un candidat plus que l'autre ? Vous avez une idée de tout ça ? On a vu par exemple François Hollande aller rassurer les gens de la City à Londres il y a quelques semaines. Bien sûr, mais François Hollande, alors, pour moi, enfin là je parle en tant que journaliste, pour moi c'est un imposteur. C'est vraiment l'imposteur. D'abord, il n'était pas prêt à porter cette candidature pour la simple bonne raison, c'est que tout l'appareil du Parti Socialiste s'était préparé pour Dominique Strauss-Kahn. Voilà, ils avaient quand même prévu autre chose. Hein. La candidature de Hollande a été, je veux dire, ça a été fait en catastrophe. Ouais. Il n'était pas du tout prêt pour ça. On l'a toujours accusé d'être une couille molle. Hein. Bah oui, je veux dire, comment on l'a appelé ? Attendez, ça s'est dit. Je veux dire, il y a plus d'un qui l'a dit. Je veux dire, c'est Martine Aubry qui l'a dit quand même. Elle a pas dit comme ça. Ouais, mais c'est une copine, c'est pas pareil. Donc entre copains, ouais, mais enfin, quand une femme vous dit que vous êtes mou, excusez-moi, mais ça veut dire que vous bandez plus, quoi. Hein, c'est quand même assez clair. C'était clair. Oui. Hein, son message était clair. On en a fait des. Je veux dire, on a vu les commentaires de l'époque. François Hollande, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il va séparer les banques, qu'il va réinstaller la règle du Stiegel, Stiegel Act. Voilà. Hein, voilà. À nouveau, on va séparer les banques de dépôt des banques d'investissement qui jouent en bourse.
Et puis, en même temps, qu'est-ce qu'il fait ? Il va tout de suite, d'abord, il donne une interview au Guardian, en disant... Donc le Guardian, c'est quand même la City, c'est Londres, donc tout le monde lit ça, enfin les financiers, traders à Londres. Et donc il dit, surtout le message qu'il leur envoie, c'est « Ne vous inquiétez pas, chers amis traders, le monde de la finance, ne vous inquiétez pas, je ne vous alourdirai pas de régulations supplémentaires. Sous-entendu, tout se passera bien avec moi. Numéro 1. Ensuite, il va à Londres. Carrément, il va rencontrer les responsables de la City. Alors, le deal non dit, c'est quoi ? Tous les journalistes l'ont vu. Le deal, c'est quoi ? C'est que François Hollande pense qu'il va gagner et il attend comme un retour, que la bourse, que les places financières célèbrent sa victoire, si victoire il y a, d'un feu d'artifice en bourse. Parce que là, ça sera tout de suite la preuve comme quoi... un homme d'État, un vrai. Voilà, et que la bourse a bien accueilli sa victoire, et que le monde de la finance internationale a bien accueilli la victoire de François Hollande, voilà, et que tout ira bien. Mais c'est ça que ça veut dire. Vous savez, il faut toujours lire ce genre de déplacement à deux niveaux. Je veux dire, vous n'avez pas François Hollande qui se déplace à Londres pour dire ça ou pour donner une interview au Guardian en rassurant les banquiers. C'est quand même énorme. Je veux dire, on n'a pas vu Marine Le Pen ni même Sarkozy dire ça. Sarkozy s'est fait allumer par Jamie Dimon à Davos. Je peux vous dire que Sarkozy, il a eu pour le coup, il a eu les couilles, excusez-moi d'être vulgaire, mais il a eu les couilles de répondre, parce que Jamie Dimon, c'est le patron de Blade Masters, faut le rappeler, de lui dire, mais enfin, Monsieur Dimon, vous avez transformé votre banque en maison de fous. Il lui a dit ça. Ce qui, en langage de banquier, est une insulte totale. Parce que n'oubliez pas, là-bas, il se parle par mouchoir interposé. Vous m'avez dit entre flûte. Non, mais c'est vrai. Il faut vraiment. Il y a des codes très spécifiques. Ce sont des gens qui gagnent. Entre 50 et 60 millions par an minimum. Ces gens vivent dans un autre monde. Je veux dire, le métro, le RER, ils savent même pas ce que c'est. Oui, leurs enfants non plus en règle générale. Leurs enfants sont en école. Ils vivent dans un monde à part. Que ce soit les gens de Wall Street, que ce soit les gens de New York ou les enfants, etc., du monde financier ici. Donc ils n'ont aucune idée de ce qu'est le monde réel. Pour eux, nous ne sommes que des fourmis, quoi. Et eux, c'est la plèbe. Nous ne sommes que la plèbe. Mais c'est vous savez, Zero Hedge a écrit hier quelque chose que j'ai dit à la radio, que j'ai écrit sur le blog il y a déjà 4 ans, 5 ans. Ils ont écrit qu'il y a quelque chose d'impensable qui s'est produit aux États-Unis, la création d'une nouvelle caste. Pardon, c'est pas Zero Hedge, c'est Matt Taibbi dans Rolling Stone Magazine. Il a écrit que les banquiers sont la nouvelle aristocratie, sont l'aristocratie américaine. Quelque chose qui fondamentalement ne devait jamais arriver aux États-Unis. Les deux quelque chose, les fon quelque chose, etc. Les dits en Italie. Effectivement, la démocratie et les pères. Voilà, il dit qu'il y a une nouvelle aristocratie donc, qui est née aux États-Unis, ce sont les banquiers et les financiers. Et c'est exactement ce que j'ai dit il y a 4 ans, 5 ans. J'ai dit que les têtes des banquiers et des financiers, parce que c'est la nouvelle aristocratie, ce sont ces gens-là qui achètent les terres aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui achètent les matières premières. Je le montre dans Blade Masters. La Patagonie. Ils achètent, il n'y a pas que la Patagonie. Aujourd'hui, je vous signale au dernier salon de l'agriculture, il y a des paysans qui expliquaient que maintenant, ce ne sont plus les agriculteurs qui achètent les terres, ce sont carrément des fonds de pension, etc., qui achètent les terres en France. Ça a commencé. Donc, dites-vous bien qu'on revient, on est de nouveau en retour en 1788. C'est-à-dire ce sont les aristocrates qui possèdent les terres, et il y a les manants, vous, moi, tous ceux et celles qui nous écoutent, enfin au moins je pense à 99%, qui sont à leur service. Voilà. Je veux dire, il faut que vous compreniez que ce sont Blade Masters, elle gagne minimum $20 millions par an.
Et encore, je ne saurais même pas mettre combien il y a de 0 après le premier. Vous voyez, donc, je veux dire, quand elle achète elle achète pas un appartement, elle achète un immeuble. immeuble. Elle achète un immeuble, elle a un ascenseur chez elle. Vous voyez, pour aller à la cuisine, elle prend l'ascenseur. C'est pas facile pour manger elle. chaud. C'est pas facile déjà pour manger chaud. Mais et c'est ensuite, génial. Non, mais avouez que c'est génial. Je veux dire, attendez, je l'ai lu, elle a quand même perdu 2 millions d'euros sur la revente d'un immeuble. Bon, Ouais, qu'elle avait acheté 4 millions d'euros, qu'elle a revendu 12. Bon, d'accord. C'est le pourboire, Voilà, c'est pas facile. Alors, on va faire une première pause musicale avec Deep Purple. Je vous laisse annoncer le titre, vous le faites formidablement bien. C'est Strange Kind of Woman. Une femme étrange, enfin une sorte de femme étrange. There once was a woman, a strange kind of woman, the kind that gets written down in history. Her name was Nancy, her face was nothing fancy. She left a trail of happiness and misery. I loved her, everybody loved her. She loved everyone and gave a good return. I tried to take her, I even tried to break her. She said I ain't for taking, won't you ever learn? I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money as I took my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. Ooh, got a strange kind of woman. She looks like a raver, but I could never please her. On Wednesday mornings, boy, you can't go far. I couldn't get her, her things got better. She said, Saturday nights from now, baby, you're my star. I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money as I took my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. Ooh, got a strange kind of my soul, I love De retour sur Méridien Zéro avec Pierre Jovanovic et Eugène Crampon et Gérard Vaudan. Alors, mon cher Eugène, on attaque, on fait la peau à Madame Blight Masters. On lui ferait bien autre chose que la peau, mais la décence... Eugène. On se calme. Non, mais il se trouve que Pierre Non, mais elle est Jovanovic... magnifique. Elle est magnifique. Ouais, on va la décrire pour ceux qui n'ont pas acheté le livre encore, mais on mettra les références sur notre site. C'est une petite anglaise, blondinette, un peu style bourgeoise, un peu excitante, quoi. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, non, on l'appelle Icy Queen. Excitante, c'est pas tout à fait. C'est genre plutôt Claire Chazal, vous voyez. Ça me plaît bien, moi. Ah oui, d'accord, oui, c'est bon, d'accord. Eugène aime bien Claire Chazal. D'accord, ok. C'est le côté glacé, vous voyez. Non, on l'appelle d'ailleurs, son surnom, c'est Icy Queen. Hein, pour ceux qui je veux dire, je leur donne rendez-vous sur mon blog, là, donc sur quotidien.com. Vous verrez des différentes photos, et c'est vrai qu'elle a fait fantasmer plus d'un banquier, hein, depuis une vingtaine d'années. Il y en a plus d'un qui est tombé fou amoureux d'elle. Hein, ça, c'est indéniablement. Elle a et puis depuis qu'il y a ce livre, elle a pris une dimension maintenant véritablement internationale, hein, clairement. C'est-à-dire que tous les banquiers aujourd'hui, quand ils tapent Blind Masters, hein, je veux dire, il y a déjà mon livre qui apparaît tout de suite, vous voyez, donc c'est déjà très 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 étonnant. Et puis elle a posé la photo que vous avez là, c'est le photographe de Barack Obama. Hein, parce que tout à l'heure vous parliez de collusion. Bon, il y a pas parce que le photographe c'est un artiste, mais c'est le grand photographe, c'est le portraitiste de Barack Obama, ouais. Absolument, qui a réussi donc là vraiment à capturer. Moi j'adore cette photo parce que je trouve que c'est Blight dans toute sa splendeur. Elle a un côté très autoritaire, très distant. Elle a un côté joconde. Non mais c'est vrai, elle a un côté joconde. Cette photo est absolument fabuleuse pour le coup. Vous pensez qu'elle pourrait finir dans les pages centrales de Playboy un jour ? Je crois pas, c'est pas le genre. Je pense pas que ce soit le style. Hein. Non, elle achètera Playboy. Voilà. Je ne pense pas que ce soit le style. Vous savez, elle, les magazines qu'elle lit, c'est plutôt Credit Derivative Magazine et des choses comme ça. Oui, c'est pas tout à fait le même. Alors, précisément. Justement, cette dame, qu'a-t-elle donc inventé, cette dame ? Eugène. Oui, précisément. Pourquoi ces gens, ils avaient besoin au milieu des années 80 d'inventer ces fameux produits dérivés ? Qu'est-ce qui leur a pris subitement ? Alors, vous savez, ce qu'on appelle crédit dérivé, il faut... Oui, qu'est-ce que c'est déjà ? Qu'est-ce que c'est que ces fameux crédits dérivés ? Voilà, on va dire, moi je reviens toujours, si vous voulez, à la matière première. Donc, par exemple, une orange ou un citron, une orange, par exemple, c'est une matière première, par définition, d'accord ? Mais si vous prenez une orange et que vous la pressez, vous obtenez du jus d'orange. Et donc, vous vendez ce jus d'orange, d'accord ? Donc, c'est un produit dérivé de l'orange. D'accord ? Eh bien, c'est la même chose un peu pour les crédits dérivés. C'est-à-dire ce sont des choses qui sont dérivées de crédits. D'accord ? C'est-à-dire que vous prenez par exemple un crédit, je sais pas moi, chez LCL ou à la BNP, hein, vous prenez un crédit de, je sais pas, 20 000 € pour acheter une voiture. Ça, c'est le crédit, donc c'est la matière première, mais la BNP, elle va vendre, elle va monétiser votre crédit, votre engagement à rembourser auprès d'autres sociétés. Hein, et elles vont gagner de l'argent sur votre dos, mais vous ne le savez même pas. Voilà. Donc là, c'est vraiment un résumé succinct, hein, ça va de soi. Le crédit dérivé a été inventé dans les années 80. Hein, après qu'il y ait eu, vous savez, c'était la conséquence directe, après que les Américains aient décroché le dollar de l'or. Hein, n'oubliez pas, donc c'était en 1971 que Nixon est apparu à la télévision, le 15 août, bien entendu. Hein, vous observerez toujours, hein, je le répète souvent, je le dis, vous observerez toujours que les plus grandes arnaques qui sont faites au peuple sont faites le 15 août. Hein, là, c'est vraiment au milieu de l'été, il n'y a personne, dans Paris, il n'y a pas un chat, personne ne prête, tout le monde est en vacances. Ou, par exemple, la loi du 3 janvier, hein, le 3 janvier, il n'y a personne, tout le monde cuve son vin, son champagne, voilà. Et bah oui, attendez, sinon, il y a quand même beaucoup plus de monde qui regarde ce qui se passe en semaine, oui, vers le 20 janvier, par exemple, hein, c'est quand même pas la même chose. Voilà. Donc, c'est pas du tout innocent. À partir de ce moment-là, les monnaies, comme le dollar ou comme le franc, le Deutschmark, la lire italienne, etc., elles flottaient, on appelle ça flotter les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que par exemple, une année, la France avait un commerce extérieur plus fort que l'Allemagne, et puis une année c'était l'Allemagne qui avait un commerce plus fort, et ensuite c'était l'Italie, et puis tout ça par voie de conséquence faisait que le Deutschmark était plus fort que la lire était plus basse que le franc, vous voyez, etc. Donc il y avait tout, c'est comme des vagues, hein, oui, comme ça montait, ça descendait. Et donc les crédits dérivés, c'était fait au départ pour profiter
vraiment, je fais un résumé. Je trouve que dans le livre, j'en parle plus longuement et je l'explique beaucoup mieux, mais en radio, c'est toujours moins facile. On va dire que c'est pour profiter d'abord des différents taux de change. Hein. Par exemple, quand vous êtes une multinationale comme Colgate, hein, ou Pepsi Cola ou Coca-Cola, vous voyez. Donc vous devez rapatrier 20 millions de Deutschmark, 30 millions de francs, 40 millions de lire italiennes, etc. Et donc et si jamais votre taux de change est défavorable avec le dollar, eh bien en fait vous avez tout intérêt à faire circuler votre argent, par exemple à passer le franc, vous le passez en Deutschmark, vous le laissez en Deutschmark, et dès que les vents sont bons, vous hissez la voile, vous le passez en florin, etc. Vous voyez, et donc et tout ça était possible grâce à l'arrivée des premiers ordinateurs. N'oubliez jamais ça. Tous ces produits dérivés étaient possibles parce que c'était la naissance de la micro-informatique, où on n'avait pas besoin d'ingénieurs en blouse blanche pour faire tourner des vieux IBM 360, vous savez, avec les bobines. Avec les bobines Revox, là, oui, oui. Non, mais ça c'est vachement important, ça. C'est ça qui a permis donc à tous ces jeunes financiers qui sortaient des écoles, de calculer des nouveaux produits. Et d'en faire donc et de les commercialiser. Et celle qui les a commercialisés, la première, c'est justement la Bankers Trust dont on a parlé tout à l'heure. Donc j'ai même interrogé Monsieur Cristal, qui est les deux premiers auteurs d'ailleurs ils sont en admiration complète devant Blight Masters, parce que Blight Masters a repris ce qui a été fait en 1981. Et elle a passé tout ça. Avant, à l'époque, vous aviez un IBM première génération, un IBM PC première génération. Si vous le comparez à la puissance de calcul aujourd'hui, à l'époque, il y avait combien ? Il y avait 80 000 puces sur un chip, sur le Intel 8080. Aujourd'hui, vous avez, je ne sais plus combien, 40 ou 80 millions de transistors dans le Pentium, je ne sais pas combien. Oui, voyez, donc ça a été démultiplié. La puissance de calcul a été complètement phénoménale. Donc aujourd'hui, évidemment, ils ont fait des produits encore plus complexes. Ça a amené d'autres formules, etc. Ça a donné d'autres crédits dérivés, dont ceux de Madame Blight Masters, donc qu'elle a modernisé et qu'elle a véritablement mis à jour, avec des techniques, des mathématiciens. Elle est allée recruter des spécialistes de mécanique quantique, parce que son mentor, donc son maître à penser, on va dire que c'est le Nietzsche ou le Spinoza de la banque. Ouais, mais c'est ça. Il a dit que pour avoir des bons banquiers, pour gagner beaucoup d'argent, il nous faut des mathématiciens, il nous faut des spécialistes de la mécanique quantique, de la théorie de la dynamique des fluides, etc., etc. Donc ils sont allés chercher ce genre de jeunes scientifiques dans toutes les universités du monde. J'en donne un notamment, Dimitri Kalifakis, ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui était à la faculté d'Orsay, et qui était en mécanique, en mécanique quantique justement. Donc c'est vraiment les mecs. Oui, donc pour être banquier, c'est quand même pas rien ça. Alors précisément, le monde a changé même dans la banque dans les années 90. Alors, clairement. Elle a donné naissance à ces fameux swaps, les CDS, qui ont défrayé l'actualité ces dernières années. Est-ce que vous pourriez nous raconter dans quelle occasion elle a testé son produit avec le scandale Exxon ? C'est-à-dire qu'elle a testé son produit, elle était contrainte. Elle était contrainte. On va dire contrainte et forcée. On va dire que l'essence, c'est le cas de le dire. Pas mal. Elle est bonne. Elle est pas mal. Non, mais c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Que ça a commencé effectivement par le naufrage du pétrolier de l'Exxon Valdez. Exxon, c'est une grosse compagnie pétrolière américaine, parce qu'en Europe on ne connaît pas Exxon, mais si vous allez aux États-Unis, vous voyez que au lieu d'avoir Total, des stations d'essence Total, vous avez Exxon, etc. Bon. Donc c'est un pétrolier qui s'est explosé. Donc la JP Morgan devait prêter 5 milliards de dollars à l'époque, ce qui est une somme colossale. Aujourd'hui, on va dire que ça ferait du genre, je sais pas, 20 ou 30 milliards. Elle devait prêter 5 milliards à Exxon, pour des frais de justice à venir. Et donc, la JP Morgan ne pouvait pas lui prêter parce que sinon, elle tombait en dessous de ses seuils de réserve minima. D'accord ? Oui, c'est-à-dire que pour 5 milliards, il faut avoir, admettons, 800 millions en caisse. Exactement. Voilà. C'est un exemple que je donne toujours. Oui.
tous vos auditeurs et auditrices, et vous-même et moi-même, notre premier contact, le premier contact avec un banquier dans notre vie, sauf bien entendu si vos parents étaient banquiers, mais sinon c'était avec Picsou. C'est vrai. Bah oui. Bah oui, non mais vous vous rendez pas compte, mais c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans votre tête, dans les symboles que vous avez, qu'on a tous dans notre mémoire. Et qu'est-ce qu'on a ? On a Picsou dans sa piscine. Donc il y a sa piscine olympique qui est remplie de pièces d'or et de billets. On est d'accord ? Oui. Voilà. On va dire que je veux dire, c'est la représentation exacte de ce qu'est un fonds de réserve obligatoire pour une banque. Donc la piscine olympique de Picsou, c'est le fonds de réserve obligatoire pour une banque. D'accord ? Voilà, ça c'est très important à comprendre. Donc la JP Morgan ne pouvait pas prêter les 5 milliards à Exxon parce que sinon, le niveau de sa piscine, il baissait et donc il ne pouvait pas. C'est interdit par la loi. Vous prenez une piscine olympique, l'eau elle est exactement au niveau du bord. Maintenant, si vous baissez le truc, le mec qui plonge, il se ramasse. Donc, bon, voilà, tout le monde comprend. C'est clair. C'est extrêmement clair. Donc, qu'est-ce qu'a fait Blythe Masters ? Elle est allée voir, et ça c'est Julian Tett qui le raconte formidablement bien dans son livre L'Or des Fous. Elle raconte qu'elle est allée voir la BERD, donc qui était la Banque européenne de construction, de recherche, qui a été inventée par François Mitterrand, et à la tête de laquelle il avait mis Jacques Attali à l'époque. D'accord ? Encore lui. Voilà. Jacques Attali a été démissionné pour un scandale, parce qu'il s'était fait rembourser 2 fois un billet d'avion ou je sais plus quoi. Il n'avait pas fait exprès d'ailleurs, je m'en souviens bien. Non, mais c'est les anglo-saxons ont eu sa peau parce qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait. C'est autre chose. Et donc il a été remplacé par monsieur de la Rosière. Donc c'est un autre Jacques de la Rosière, donc un autre banquier. Voilà. Donc elle a débarqué à la BERD, donc où il y avait monsieur Jacques de la Rosière, et elle lui a dit la chose suivante. Elle a dit voilà, moi il faut que je prête 5 milliards à Exxon, mais je ne peux pas. Ce que je vous propose, cher auditeur, c'est que je vous propose un risque. C'est-à-dire que Exxon va nous payer 10% d'intérêt. Je simplifie. Voilà. Eh bien, moi, cher auditeur, je vous donne, sur ces 10%, je vous donne 2% d'intérêt. Sachant que vous êtes auditeur banque quand même. Voilà. Et donc nous, chaque année, on vous donne 2%, donc pendant 15 ans. Donc c'est quand même des sommes colossales. Voilà. Et en échange, si jamais Exxon fait faillite, vous vous engagez à rembourser tout l'argent qu'il reste à payer, à rembourser donc à notre banque. Alors, à la banque de monsieur de la Rosière, donc ils ont regardé ça, ils ont analysé le truc, c'est le département risque, c'est monsieur Donaldson qui l'avait fait, que j'ai interviewé d'ailleurs, et donc ils sont arrivés à la conclusion que finalement c'était pas un gros risque et que la BERD pouvait prendre cette permutation de l'impayé, c'est une sorte d'assurance. C'est-à-dire que voilà, si jamais elle acceptait, donc elle signe un contrat avec la JP Morgan, comme quoi si jamais Exxon ne remboursait pas son prêt de 5 milliards à la JP Morgan, la Banque européenne de recherche et de développement de la BERD rembourserait le reste à la JP Morgan. Et l'affaire était conclue. Et tout le monde était content, c'est du win-win. Et c'est pour ça que Madame Blythe Masters a été tellement exubérante, parce que forte de ce premier contrat, elle a pu convaincre tous les autres. Voilà, absolument. Ouais. Elle a dit, cher client, c'est ce que je dis. Cher client, la BERD a signé, pourquoi pas vous ? Dans le genre... attendez, la BERD a signé, pourquoi vous voulez pas le faire ? C'était une caution, effectivement. C'était énorme, c'était une caution. Enfin, c'était même pas une caution, parce que les banquiers, ils sont pas de caution. Caution morale, je dirais, à la limite. On va dire, voilà, l'autre, il l'a fait, pourquoi pas vous ? Voilà. Un coup de pub, une superbe image de com. C'était énorme, c'était absolument énorme. Et tout ça, ça se passait dans un tout petit milieu, je veux dire. Voilà. Et ça, c'est la plus grande permutation de l'impayé. Donc, à la base... si vous voulez, ce type de contrat était réservé à IBM, à Colgate, à Pepsi, à des multinationales qui avaient des choses comme ça. Et en même temps, cette opération a permis à la JP Morgan de ne pas faire baisser sa piscine. Vous voyez ce que je veux dire ? Puisque même si elle avait sorti le niveau, vis-à-vis des autres régulateurs, de ceux qui vérifient le niveau de l'eau, elle dit oui, mais bon, il y a la Banque européenne de recherche et de l'eau qui va nous redonner de l'eau si jamais... Ça foire. Donc, on dit, bon, ça tient. Ça devrait bien se passer. Est-ce qu'il prenait un gros risque de la Rosière ? Parce que derrière, il y a encore un autre scandale
c'est le fait qu'il était sûr d'être remboursé quoi qu'il se passe. Ils Parce s'en que- foutaient. Mais évidemment, parce que de toute façon, c'est ça qui est absolument génial. Enfin, de la part du point de vue des banquiers, c'est que Delarosière, ces mecs-là, mais ce sont des fonctionnaires. Ils ont été fonctionnaires toute leur vie. Ces mecs, ils ont jamais bossé. Ils ont jamais dirigé une entreprise. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, avec une Ouais, entreprise bien à sûr. eux, avec une PME, etc. Avec vraiment leur trip, en risquant leur trip, quoi, hein, et leur propre bien. Ces gens-là sont des hauts fonctionnaires qui ne risquent jamais rien. Et si jamais, effectivement, Exxon avait fait faillite, d'accord, mais qui aurait payé? Mais Mais c'est nous. vous. C'est nous. C'est vous. Exactement, Voilà. c'est Il ça. aurait tous tapé- ceux- il et tous aurait ceux tapé qui nous la écoutent. caisse à Bercy, quoi. Voilà, parce qu'est-ce qu'il aurait fait de la Rosière? Il serait allé voir Bercy, il dit vous savez, on a eu des petits soucis. Hein. Et puis à ce niveau-là, ça sort pas dans la presse ce genre de truc. Surtout hein. qu'en plus, ils sont en capacité de dire enfin, là, c'était quand même calculé, quoi. Bon, c'est pas de chance, c'est une fois sur 100 milliards. C'est dommage quand c'est vous, quoi. hein. C'est pas de Voilà. bol, quoi. Donc déjà, vous voyez que dès le départ, le peuple, en fait, c'est le peuple qui garantissait tout ça. Ouais. Hein, c'est le peuple, c'est l'argent du peuple qui était mis en garantie. Parce que la BERD, avant toute chose, était une banque européenne. Hein, elle avait une forme de privée, mais elle était alimentée par les fonds européens. Elle a été voulue et inventée exprès par Mitterrand pour ça. Donc c'est le premier swap véritablement historique. Je veux dire, donc vous imaginez que cette idée, ça c'est Julian Tett qui le montre bien. Enfin bon, vous le voyez aussi dans un petit documentaire sur YouTube qui s'appelle L'Argent Dette hein, de Paul Grignon. Je veux dire, la banque, avant c'était la banque florentine, hein, la banque de Florence. Hein. Pourquoi on dit banqueroute hein, pourquoi on dit banque dans banqueroute, il y a le banc en bois. Là, le technicien. C'est Je vais me faire l'inviter, là. Vous avez parce que les banquiers étaient assis sur des bancs, les prêteurs. Ils étaient assis sur des bancs sur la grande place centrale. C'était le cas aussi à Lyon, hein, sur la grande, je sais plus comment ça s'appelle la grande place à Lyon là. Donc ils étaient assis là, ils étaient sur le banc. Et si jamais un banquier, un prêteur n'avait plus d'argent, eh bien on cassait son banc, d'accord ? On lui cassait son banc, donc il n'avait plus le droit de s'asseoir sur la grande place où il y avait les prêteurs, hein, parce que les banquiers avant c'était les prêteurs. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit banqueroute, banquerota, voilà, la banque, etc. Voilà, donc c'est pourquoi je parlais de ça au fait. Rupture de banque. Alors, en tous les cas, notre affaire, là, c'est que c'est ce fameux calcul magique, cette formule magique de Madame Masters, Oui. là, ça s'est Voilà, démultiplié. la raison pour laquelle je parlais de ça, c'est qu'à la base, le banquier vénitien qui était assis sur son banc, Lui, hein, il prêtait ce qu'il avait, finalement. non, c'est-à-dire que s'il prêtait, par exemple, je sais pas, 20 pièces d'or, eh bien, il mettait d'office 20 pièces Oui, d'or de de côté, côté, de en côté. lequel il ne pouvait Absolument. pas toucher, parce que si jamais le mec ne lui remboursait pas ses 20 pièces d'or, Il pouvait. il avait toujours Voilà. son fonds de réserve. son fonds de réserve qui était constitué de 20, d'accord ? Donc pour prêter 20, il devait avoir 40. On est d'accord ? Ouais. Voilà. Donc ça, c'était... Et si le mec ne le remboursait pas, ben, c'était pour sa pomme. Donc ça, c'est la période 1. Ensuite, c'est la période jusqu'à l'invention des premiers crédits dérivés. Hein. Ensuite, on a commencé à prendre des... les banques ont commencé à avoir des chefs de risque, hein, donc ils ont commencé à calculer le risque à la façon des assureurs. Et puis est venu Blind Masters, donc quand elle a réinventé le crédit default swap, donc la permutation de l'impayé. Et donc ça a tellement séduit les banquiers, vous imaginez, les mecs en fait, si vous voulez, cette idée des 5 milliards hein, garantis par la BERD qui prenait 2% sur les 10, eh bien progressivement ça a séduit d'autres banquiers. Hein c'est-à-dire qu'on est descendu des 5 milliards, puis on a fait sur du 1 milliard, puis sur 100 millions, puis sur 1 million. Et puis et au final, vous alliez acheter une cuisine chez Mobalpa, hein, vous preniez un prêt de 2000 € pour votre cuisine chez CTLM, et CTLM faisait du crédit défaut swap sur votre... au point que même EDF, écoutez bien, EDF faisait du swap sur vos factures. Sur vos factures. C'est-à-dire qu'avant même que votre facture eût été émise, d'accord, ils avaient déjà vendu les liquidités qui allaient venir
parce qu'ils avaient calculé tout ce qui allait leur rentrer. Hein. Et donc ils avaient déjà calculé les impayés, etc. Vous voyez, ça va très très loin parce que c'est un monde mathématique. Là, je fais assez simple. Et alors justement, comment ça finit par se casser la figure tout ça? Qu'est-ce parce qu'ils que, ont oublié? À force, si vous voulez, de permuter l'impayé, à force de permuter l'impayé, ils ont fini par s'attacher les uns Aux autres. et tout le monde. C'est-à-dire que tout le système financier était lié. Il y en a un qui tombait, tous les autres tombaient. Et c'est ce qui s'est passé? Alors, on a déjà vu dans les années 30, avec la faillite de la banque Anstalt et la faillite de la Bank of United States aux États-Unis, que ça avait déclenché la chute de 200-300 banques aux États-Unis et la chute de toutes les banques ou quasiment en Europe, et surtout en Europe centrale. Hein. Et donc c'est ce qui a permis notamment à Hitler de prendre le pouvoir. Hein, parce que ça, on le dit jamais assez. On le dit jamais. On le dit que c'est une crise bancaire qui a permis non seulement Hitler, mais à d'autres de prendre le pouvoir. Hein, et on parle trop... je veux dire, on ne parle pas assez du problème qu'étaient les crédits bancaires de l'époque, la faillite des banques. Vous voyez ? Donc, il y a eu un enchaînement. Les banques sont tombées, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Hein. Eh bien, aujourd'hui, avec l'informatique, toutes ces banques sont complètement liées. Hein. Vous avez une banque qui tombe, 3 jours après, vous en avez une autre qui tombe. J'exagère un peu, mais c'est tout à fait ça. Donc aujourd'hui, ils sont tous enchaînés les uns aux autres. Vous avez un mec qui paye pas, eh bien tous ceux qui sont attachés, ils tombent. Hein, et c'est comme ça que la crise financière qu'on a vue, Wall Street a explosé le 29 septembre 2008, comme vous le savez, mais tout ça, ça a commencé le 1er janvier 2007. Et personne ne vous en a parlé. C'est à partir du 2 janvier 2007 que les premières banques de prêts immobiliers aux États-Unis ont commencé à tomber les unes après les autres. Hein. Et puis, c'était vraiment les effets dominos. Oui, les subprimes. Mais quand avez-vous entendu la première fois entendu parler des subprimes en France? C'était en septembre 2007. Et encore, c'était un problème qui concernait que les Américains. C'est ça, oui. Et encore. La France n'était pas concernée, non, soi-disant. C'est comme le nuage de Tchernobyl, voilà, tout ça. C'est ça passe à exactement côté. ça. C'est comme le nuage de Tchernobyl. Voilà. Eh bien, je peux vous dire que ceci est un cancer absolument gigantesque, que ce sont des métastases et que comme tout malade atteint d'un cancer, il a des périodes de rémission. Donc d'un seul coup, on le soigne à coup de, on le bombarde de je sais pas quoi là, de chimiothérapie. Donc le mec il est complètement détruit, mais après il se sent mieux, donc il se sent mieux pendant 2 mois. Puis ensuite il fait une rechute. Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce que vous voyez. Ce ne sont que des rechutes. Aujourd'hui, le monde de la finance est soigné à coup de chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est quoi? Ce sont les planches à billets absolument colossales que font les Américains, les Japonais, les Anglais et maintenant... l'Europe, là, parce qu'on n'a quand même pas balancé 1000 milliards de... Oui, mais ce sont des prêts, ce ne sont pas des planches à billets. Ah oui, d'accord. C'est une planche à billets, c'est-à-dire qu'ils ont fait virtuellement, ils ont ouvert... par exemple, je vous dis... bon, tiens, moi, Jovanovic, j'ai 8 milliards à ma disposition, et puis voilà, je vous signe un prêt, je vous signe un papier comme quoi je vous prête 2 milliards, vous aussi, et puis vous allez à votre banque, et la banque, parce qu'il y a la crise, et donc ils ne savent pas qu'on peut faire autrement, donc moi, Banque Centrale, ils font avec, mais tout le monde sait pertinemment que tout ça... C'est la monnaie de singe, tout ça. Oui, mais vous êtes obligé de la rembourser. Ah, c'est bien aussi. Ouais. Donc, pour les banques européennes et françaises en particulier, c'est un surendettement. On va vers le surendettement. Alors que les banques américaines, elles ont véritablement de la planche à billets, comme d'ailleurs les anglaises. Pour autant, c'est ça. C'est quand même assez. C'est ça la chimiothérapie. Donc, le patient est gravement malade. Il est en train de crever à petit feu. Il est soigné à coups de planche à billets, chimiothérapie. Mais au final... ça va se solder par une immense explosion. Alors moi j'ai une question, il n'y a pas un docteur là qui a crié au secours, on n'a pas des organismes de contrôle aux États-Unis qui se sont élevés contre tout ça ou... Mais non, parce que justement c'est ce que vous avez vu dans le livre, il y a une personne, une femme, Brooks Liborn par exemple, qui elle a vu, elle était patronne d'une instance de régulation américaine, fédérale. Elle a vu que c'était une escroquerie. Et que lui est-il arrivé à cette petite Elle dame? a vu, elle est allée au Sénat. Vous avez vraiment tous les détails. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, l'équipe et les mecs, ils lui ont mis carrément une balle dans la tête. Ils lui ont retiré de ses fonctions le fait qu'elle puisse, réguler les crédits dérivés, les crédits default swap, etc. Parce que c'était considéré comme de la vente à terme, donc ça dépendait d'elle. Brooks Liborn,
Stern a été flingué Oui, publiquement par l'équipe Goldman Sachs. On parlait Hein, parce que justement de c'était collusion finance politique. Alors Voilà. c'est génial, là c'est un exemple par Mais c'est excellence. l'exemple parfait. L'organisme de régulation, il est dégommé. Elle a été dégommée parce qu'elle a refusé De plier. d'obéir à Monsieur Greenspan. C'est extraordinaire. Moi, je raconte. Oui, dans le Qui était le livre. patron de la raconte Fed, les- hein. Pardon Qui était le patron de la Réserve fédérale. Oui, absolument. Il était le patron de la Donc, Réserve le grand fédérale, argentier des États-Unis. Le grand argentier américain. Mm. Voilà, donc c'est pour ça que je dis à tous ceux qui vous écoutent, moi je le dis depuis 5 ans maintenant, vous le savez, tout ça, ça va se terminer dans une guerre civile. Ça va, de toute façon, ça ne peut pas se... C'est comme Weimar, vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas faire de la planche à billets éternellement. C'est pas possible, ça va se terminer dans un bain de sang. Ça va se terminer par des... D'ailleurs, vous verrez le score. On voit d'ailleurs. Qu'est-ce que ça a donné la crise en France dans les années 30? Ça a donné quoi? Ça a donné le Front populaire. 1936, personne n'a oublié. 1936, les vacances, etc. Les semaines de vacances payées par le... c'est quand même important. Le Front populaire, bon, ils ne sont pas restés très longtemps au pouvoir parce qu'ils n'ont pas su faire. Mais qu'est-ce que vous allez voir là, au mois d'avril Vous allez voir Mélenchon. Mélenchon, ça va être exactement la même chose que la réaction du peuple et qui a amené le Front populaire à être élu. Sauf que là, vous verrez Marine Le Pen et Mélenchon en tête de liste. Dites donc, s'ils nous gouvernent comme ils ont débattu la semaine dernière, ça va pas être super gagné quand même. Alors moi, je voulais revenir sur autre chose parce qu'on n'a pas parlé des agences de notation et c'est extrêmement important parce que vous pouvez nous en dire 2 mots de nos petits camarades de Moody's là parce que Standard & Poor's, qu'est-ce que vous pensez de toute cette cavalerie là? Quel est leur rôle déjà ou quel était leur rôle? Une agence de notation, si vous voulez, c'est un truc typiquement américain, anglo-saxon, qui est fondamentalement lié à leur mode de comptabilité. C'est-à-dire que les standards de comptabilité anglo-saxons n'étaient pas du tout que, par exemple, les standards français de comptabilité. Maintenant, ils se sont rapprochés, mais ce n'était pas le cas il y a encore 10 ans, par exemple. Et donc, dans le système de comptabilité anglo-saxon, il devait être précisé que vous devez avoir ce qu'on appelle un credit score. C'est-à-dire que n'oubliez pas, par exemple, que chaque Américain qui naît, il obtient son numéro de sécurité sociale et que son numéro de sécurité sociale comporte l'historique de ses impayés. C'est-à-dire que si jamais donc il prend un crédit à la banque et qu'il ne rembourse pas ou qui ne paye pas une facture, c'est marqué dans son numéro de oui, non, mais ça, les gens ne le savent pas. En France, vous savez, les gens ont toujours tendance à juger une actualité américaine en fonction de leur culture, ouais. de leur culture. Mais là, en l'occurrence, un Américain ou une Américaine a ce qu'on appelle un credit story, mais qui est lié à son numéro de sécu. Vous tapez le numéro de sécu d'un mec ou et vous avez toutes les infos, tous les trucs, tous les crédits qu'il a pris et s'il les a payés en temps en heure. Voilà. Et donc chaque Américain est noté très bon payeur, top payeur, très bon payeur, etc. Il a eu un impayé, mais bon, c'était pas méchant, etc. C'est ça les fameuses 3 catégories qui sont Voilà. définies dans le livre. Et donc, la même chose a été faite pour les entreprises. La même chose a été faite pour les entreprises. Donc, et ce sont les agences de notation, parce que pour une entreprise c'est plus complexe, bien entendu. Donc ce sont des agences de notation qui se sont naturellement mis en place, mais elles sont âgées. Moody's, déjà à l'époque, en 1930, ils étaient déjà là, si mes souvenirs sont bons. Parce que si mes souvenirs sont bons, le premier pays qu'ils avaient dégradé, comme quoi l'histoire se répète, ça aussi c'est un de mes dadas, ils avaient dégradé la Grèce. Finalement, ils avaient dégradé la Grèce, qui avait provoqué une révolution. Le roi avait dû démissionner ou je sais pas quoi. Enfin, ça a été l'enfer en Grèce à cause de ça. Donc vous voyez que l'histoire se répète. Donc Moody's, ensuite on a eu Standard & Poor's, ensuite on a eu d'autres. Il y a Fitch. Et alors tous ces gens-là, toutes ces agences de notation disaient gentiment ouais c'est bon, on met du AAA à tous ces produits dérivés et ça va bien se passer. Voilà, alors pour comprendre si vous voulez, il y a 2 choses dans les crédits dérivés. Comme vous l'avez vu dans le livre, c'est important. Il faut distinguer ce qu'il y a les CDO, les CDO des CDS. Bon, alors ça paraît, on dirait des formules mathématiques, mais c'est quelque chose de très simple. Les CDO, je vais vous le faire vraiment, vraiment très simple. On le met... vous mettez par exemple, imaginez par exemple, vous avez un immeuble de 20 étages, avec 5 appartements à chaque étage, où on va prendre une HLM, allez,
Faisons simple. Et on va dire par exemple que... non, faisons encore plus simple. On va prendre Paris. Hein, on va prendre Paris, voilà. Et plutôt que de... je veux dire que chaque Parisien s'endette, hein, qu'il achète un appartement ou une maison ou une voiture, peu importe. Hein, voilà. Et on va dire que plutôt que chaque Parisien rembourse à son agence bancaire du coin, le remboursement de son crédit ne va plus à l'agence du coin, mais elle va au siège central. D'accord ? Et le siège central, il fait quoi ? Il met tout ça dans une boîte. Dans une boîte. D'où le packaging. Imaginez une grande boîte à chaussures. D'accord ? Et il va faire quoi ? Eh ben, il va faire exactement. Et vous allez comprendre pourquoi je prends Paris. C'est-à-dire, les plus mauvais payeurs, hein, eh ben, ça va être je suis désolé, on va mettre le 20e arrondissement, le 19e, et le 18e, on le met en bas. Et on va monter progressivement. Et donc, tout en haut de la liste, hein, en haut de la boîte à chaussures, vous avez ce qu'on appelle les top payeurs, hein, ceux qui remboursent toujours. Voilà, et on va mettre le 6e arrondissement et le 16e, hein, et le 8e arrondissement. Là, vous avez les 3 gros, le 7e bien sûr, donc 4 gros arrondissements, avec le 13e, hein, et le 14e au milieu. Voyez, donc, et en fait, bon, qu'est-ce que vous retrouvez les très très riches en haut et les très très pauvres en bas, d'accord ? Donc les très très pauvres, eux, ils ont un risque colossal de ne... On sait pertinemment qu'il y a 9 chances sur 10 voilà. qui ne remboursent pas ces Voilà. gens-là. Eh bien, vous prenez quand même. Voilà, vous prenez cette boîte à chaussures, donc, et tout l'argent arrive là-dedans, d'accord ? Tous les remboursements arrivent dans cette boîte à chaussures, et donc, et vous dites par exemple, vous en faites un produit financier, d'où les subprimes. C'est là que les subprimes arrivent. Hein. Vous en faites un produit financier. Et vous dites par exemple à un fonds de pension, on dit bah voilà, nous on vous propose un swap, un crédit défaut swap, une permutation de l'impayé là-dessus. C'est-à-dire que ces gens-là, ils remboursent 10%, hein, ils payent 10% d'intérêt. Nous on vous donne 2%, mais si jamais ils ne remboursent pas, d'accord, vous vous engagez, vous fonds de pension, à payer à la place des autres, d'accord ? Et pour ça, Blind Masters a été très forte, puisque là, elle a organisé, donc vous verrez, c'est assez technique dans le livre, mais c'est quand même assez clair, hein, donc en disant que si jamais ceux d'en bas ne payaient pas, hein, donc vous voyez, on remonte, on a toujours ceux qui sont en haut qui vont payer. Il y en a Hein. toujours un qui paiera pour l'autre. Voilà. Hein, ou un peu comme une inondation, vous voyez, si vous avez une inondation, ce sont les gens qui habitent dans la cave, eux, ils sont inondés. Hein, et puis il faut vraiment que ça monte pour que les gens qui du premier soient inondés, et puis ouais, c'est à l'inverse. Donc ce risque a été swappé. Hein, et ce que vous devez savoir, c'est que ces swaps ne figurent pas dans les bilans des banques. Oui, ça c'est super intéressant. Mais c'est ça qui est génial dans son Il n'y a dans pas son une truc. ligne là-dedans. Enfin, je veux dire, dans les livres de compte, en fait, finalement. quoi. Voilà, c'est que ce sont ils ont pris des obligations, mais qui ne figurent pas. Hein, dans leurs obligations financières comptables. Donc C'est-à-dire si vous prenez précisément ces crédits pourris, alors on peut les estimer à combien aujourd'hui dans les bilans hors comptables des banques ? Vous aviez dit dans votre livre, vous étiez à 55 000 milliards. On a plus. Et 55 maintenant, 000 milliards. En fait, on a beaucoup plus maintenant. En fait, d'après les calculs qui ont été faits, et parce que il y a quand même, on a beaucoup plus d'informations qui sont sorties entre la Bank of America, la JP Morgan, etc. Enfin bon, et puis surtout beaucoup de banques françaises, hein, Crédit Agricole, BNP, Société, etc. Ils n'ont pas fait dans la dentelle. Hein. On est au double. On est au Ah non, on est même plus que ça maintenant. Je pense qu'on est à... Chers Non, auditeurs, non, on c'est est beaucoup pas plus dans que la ça. merde. les chiffres qui donnent le vertige là. Mais c'est pour ça. Mais pourquoi croyez-vous ? Ce sont des fonds de pension qui ont... Pourquoi croyez-vous que les Français, que du jour au lendemain, Sarkozy a relevé C'est du... génial. Mais pourquoi vous croyez qu'il l'a fait ? Mais parce que les fonds de pension ont été nettoyés dans cette affaire. de l'âge de la De retraite l'âge là. de la retraite. Là, Voilà, c'est une absolument. clé. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit parce que là c'est capital. Hein. Ouais, C'est la première extrêmement fois important. qu'on entend ça. Hein. Vous pouvez redire ce que vous avez dit là sur la retraite ? Pourquoi Sarkozy a avancé Les fonds de a mis la retraite à pension 60 ont ans été nettoyés à Wall Street, d'accord ? S'ils n'ont pas été nettoyés le 29 septembre 2008, et après, ils ont été nettoyés par les subprimes, les prêts pourris, etc. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout l'argent que vous
auditeurs, auditrices, et nous, on a mis dans notre caisse de retraite, eh bien ces crétins, ils les ont joués en bourse et ils ont perdu. Donc ils n'ont plus d'argent pour payer les retraites. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'à toute vitesse, ils ont voté parce qu'il n'y a Pour pas reculer assez l'âge d'argent. de la retraite. Mais évidemment, mais c'est surtout pour compenser les pertes que les fonds de pension ont perdu et les assureurs ont perdu. C'est ça. C'est ça, mais il faut le savoir, c'est vachement important. Ils ont été au casino avec notre pognon et puis ils vous disent écoutez, il va falloir continuer de travailler, jeunes gens, parce que moi j'ai tout perdu. Voilà. Et vous savez, ça je le montre sur mon blog, maintenant. Donnez-nous l'adresse de votre blog. Il suffit de taper quotidien, comme un quotidien.com, www.quotidien.com, ou vous tapez jovanovic.com. Voilà, vous avez le blog de l'apocalypse financière. Alors c'est marrant parce que cette page, elle draine 90% du trafic. C'est absolument énorme sur le site. C'est énorme. Il y a quand même entre 300 et 400 000 personnes, visiteurs uniques. Hein. C'est colossal. Ah oui, c'est effectivement colossal, oui, ça je vous le confirme. Visiteurs uniques, je précise, Oui, je parle c'est pas de important, hit ou je sais pas quoi. Hein. Alors, Là, par contre, c'est Google qui... Je voulais juste dire quelque chose, c'est que l'âge de la retraite, là, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a atomisé, il n'y a pas d'autre mot, et c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai lu, que vous expliquez pleinement dans votre livre Blight Masters, donc sur cette dame et dont titre éponyme, donc aux éditions Le Jardin des Livres. Et franchement, chers auditeurs, je vous le recommande parce que c'est une bombe atomique. Ouais, franchement, c'est terrible. Et vous le trouvez à la Fnac, hein, moi j'ai été le chercher à la Fnac, bon, voilà, c'est impeccable. Donc ça, vous ne faites pas l'objet de censure quand même, c'est pas mal ça. Non, mais justement, au passage, justement, et au passage, je remercie parce que justement Thierry Herman, donc le patron de Art Press que vous connaissez, donc il a sa maison du chaos justement à Lyon. Vous savez, parce que c'est une sorte d'apocalypse, hein, parce que lui, il est proche des peintres, etc. Donc il sentait venir une sorte d'apocalypse. C'est pour ça qu'il a fait. Et donc ils ont peint c'est des murs géants qui entourent la propriété, donc ça se visite. Hein. Eh bien, vous avez un portrait de Blight Masters maintenant. Donc si vous êtes à Lyon, allez voir la maison du chaos. Vous verrez Blight Masters peinte sur une grande. Hein. C'est pas. Pour quelqu'un qui voulait rester dans l'ombre, c'est pas gagné. Hein. Plus haut que votre mur là. Vous l'avez rencontré pour travailler sur ce livre ? Ah bah non, mais moi, vous savez, aucun journaliste ne l'a rencontré. Elle refuse de rencontrer les journalistes. Elle refuse. Même le journaliste du Guardian, qui est quand même l'un des premiers journaux londoniens, enfin de la City, elle a refusé. Elle a répondu simplement par email à 3 questions qu'il lui avait posées. C'est tout. Et d'ailleurs, c'est lui qui l'a atomisé, parce que c'est lui qui l'a... qu'il appelait the Woman Who Built the Weapons of Mass Destruction, qui était en fait techniquement une phrase de Warren Buffett, qui lui aussi avait vu... Warren Buffett, qui était quand même un financier, quand même, c'est l'un des hommes les plus riches de la planète, hein, enfin du moins financier, il avait vu lui aussi que les crédits défaut swap, toutes ces conneries, c'était les armes de destruction massive, quoi, financières. Mais on y est là, hein. Alors, dans votre ouvrage, il y a quelque chose, Blight Master. On a trouvé une liste que vous avez éditée qui s'appelle un groupe qui s'appelle le G30. Est-ce que on avait le G8, le G20, mais alors le G30, mais là, attention, on connaissait pas. Le G30, alors moi, je l'ai repris cette liste et je l'ai diffusée dans le dernier Réfléchir et Agir. Donc la source, ça venait du livre de Blight Master. J'ai oublié de la citer, donc je fais amende honorable ce soir. Je l'ai trouvé dans le livre de Blight Master. Parce que alors ça, vous savez, moi j'ai une règle, c'est je cite toujours mes sources. J'ai oublié et quand de le faire, donc je vois sur des sites, vous savez, des gens qui reprennent des passages de mon bouquin, je trouve ça absolument dégueulasse. Alors vous êtes pardonné, hein. Mais j'espère que vous ferez une corrective. Je vous paierai un coup. D'accord. Non, mais ça, j'aime pas parce que j'estime que la moindre des choses, comme vous avez vu dans le livre, je cite toutes mes sources. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est ce qui fait la force du livre, c'est que vous pouvez tout vérifier. Vous pouvez pas dire que c'est pas vrai. Voilà, parce non, mais en plus, vous pouvez les si vérifier. Vous le donnez la peine, vous pouvez vérifier les sources. C'est vachement important, ça. Parce que c'est vrai que je l'ai pris dans votre bouquin, donc je vous le dis, j'ai oublié de le faire. Je propose qu'on vote pour la mort pour Eugène. Eh ben dans le studio, tout le monde a voté la mort, mon pauvre Eugène. Merci. La mort physique et... Allez-y. Et donc, vous avez cité un groupe qui s'appelle le G30. Non, une taxe. Parce que vous connaissez la chanson des Pink Floyd, Taxe Eugène. Ça viendra après. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que ce groupe ? Qui a établi cette liste ? Écoutez, c'est une liste... c'est l'ISDA. Alors, l'ISDA aujourd'hui était vraiment... ISDA, donc on en a beaucoup parlé, parce que l'ISDA a décidé que effectivement la Grèce a fait un défaut de paiement. Donc, justement, la permutation de l'impayé a été déclenchée. Donc, on va avoir beaucoup de surprises là, dans les semaines à venir.
hein, parce que là, les alpinistes vont tomber les uns après les autres. Hein, il faut quand même pas l'oublier. Et que à la base, c'est l'un des patrons de Blindmasters qui a établi donc et qui a travaillé avec un certain nombre de banquiers, notamment de banquiers centraux. Donc vous avez la liste complète, vous pouvez en lire quelques-uns, parce que moi j'ai pas le livre sous le nez, je le connais pas par cœur, mais vous avez vu que c'est un groupe, finalement il y a très peu de gens, qui définissent ce qu'on appelle, j'aime pas ce terme, cahier de route, hein, parce que ça a été pris d'un truc politique, mais c'est vraiment ça, hein, c'est le canevas qui est donné ensuite aux banques et qui est ensuite, par définition, imposé aux politiques. Et au nom Voilà. de quoi ces gens-là, ils sont pas élus, au nom de quoi ils donnent Bah, des vous l'avez ordres dit, vous l'avez dit, ils sont pas, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les banquiers ne sont pas élus, et c'est pour ça qu'ils ont le pouvoir, c'est parce qu'ils ne sont pas élus. Ah oui, il risque pas de dégager la prochaine élection, il y en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Goldman Sachs, hein, il participe pas aux élections, JP Morgan non plus. Mais JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citibank, Wachovia, etc., ils mettent entre, je sais plus, l'équivalent de 10, 15 ou je sais plus combien, même de centaines de millions de dollars la prochaine campagne qui aura lieu pour l'élection de Obama et contre le nouveau républicain. On est sur une chose, Mais ils en n'ont rien France, donné à c'est Marine Le pareil, Pen, hein. parce que on a chié Pardon. ils ont rien donné à Marine Le Pen parce qu'on a chié pour avoir son financement là. Ah bah évidemment que non. C'était tout le but du jeu. Le but du jeu, c'était de l'empêcher de l'avoir. Voilà, c'est un excellent exemple. Marine Le Pen ne pouvait. Pardon, il faut quand même expliquer aux auditeurs que à partir du moment où vous obtenez plus de 5% à une élection présidentielle française, le Conseil constitutionnel vous rembourse tous les frais que vous avez dépensé pendant la campagne. C'est-à-dire l'affichage, tout, hein, on est d'accord. Ça vous rembourse tout. Mais il faut faire plus de 5%. Ou 4, je sais plus, peu importe. 5. Ouais, c'est 5, voilà. Donc, si vous n'avez pas les 5%, toutes les dépenses sont pour vous. Hein, donc ça fait cher. En revanche, à partir du moment où elle a ces 500 signatures, elle peut aller voir la Société Générale ou à BNP ou je sais pas qui, ou même JP Morgan, et lui dire, voilà, nous, on va dépenser, je sais pas, 20 millions dans cette campagne. Nous savons que ces 20 millions vont être remboursés, donc vous nous prêtez les 20 millions. Puisque vous avez, in fine, la garantie de l'État français derrière. Donc la banque, elle va être ravie de lui prêter les 20 millions ou les 300 millions qu'elle va réclamer. D'accord ? C'est du velours. Hein. Il y a zéro risque. Il n'y a pas de risque. Il y a zéro risque, on est d'accord. Mais le but du jeu, c'était de la retarder le plus possible pour saisir la signature, parce que s'il avait obtenu ses signatures il y a 2 mois, la banque lui aurait fait son prêt il y a déjà 2 mois, et elle aurait pu faire, comme d'ailleurs d'autres candidats, Villepin et tous les autres, ils auraient pu faire 20, 30, 40 meetings de plus dans toute la France. Vous me suivez ? C'est très fin. Il faut toujours observer derrière les rideaux. Il faut toujours suivre les histoires financières. C'est très très important. Donc ceci explique cela. Donc ils ont réussi à l'empêcher, ainsi qu'ils ont réussi à empêcher Mélenchon, etc. Enfin pas Mélenchon, mais comment il s'appelle, Nicolas Dupont-Aignan. Alors Villepin, lui, par exemple, est typiquement le risque. S'il obtient ses 500 signatures, Oui, il n'est pas sûr d'avoir mais les 5%. il n'est pas sûr. Mais Ouais. lui, il n'est pas sûr de faire 5%. Et là, le prêt bancaire, attention. Là, il faut faire un swap. Là, mais c'est vrai, il faut faire là, typiquement, c'est le cas typique où vous faites un swap. Vous vendez le risque aux copains. Exactement. Voilà. Alors, on y est. le G30. Alors Pierre. Eugène tient à son Le G30. G30, bah voilà, donc c'est vraiment. Donc c'est des gens qui indiquent la Alors le feuille de route président, aux banques centrales. voilà, hein. le président, donc c'est. Oui, mais encore, je vais vous dire une chose. Là, bon, ça c'était un Polaroid du 30 d'il y a. J'ai écrit ce livre il y a 1 an et demi, donc c'est le Polaroid d'il y a 1 an et demi. C'est peut-être quelques noms ont peut-être changé, mais quand même. Hein. Grosso modo, le président c'est Volcker, donc c'est l'ancien gouverneur, l'ancien patron de la Fed, et le vice-président c'est Monsieur Frankel, qui était chairman de la JP Morgan, un ancien de AIG, le monde est petit, et ex-gouverneur de la Banque of Israël. Donc ce sont tous des banquiers centraux, hein, voilà, techniquement. Alors ensuite, vous avez, par exemple, Ablatif. C'est marrant, hein, l'ablatif, je pensais que c'était un truc de grammaire, moi. C'est du latin. Voilà. Ablatif. Monsieur Ablatif Al-Hamad. Ça aide pas quand même. Ex-ministre des Finances du Koweït. Hein, oui, bon. Voilà. Ensuite, vous avez Leszek Balcerowicz, ancien président de la Banque de Pologne, ancien ministre des Finances, hein, polonais.
Jamie Caruna, membre du BIS et du FMI, ancien gouverneur de la Banque d'Espagne. Monsieur Cavallo, ancien ministre des Finances d'Argentine. Gerald Corrigan, directeur de la Goldman Sachs, ancien patron de la Fed de New York. Vous voyez, Goldman Sachs plus Fed. La collusion typique politique, financier. Voilà. Guillermo de la Deraza Romero, ancien de la Banque Santander et actuel vice-chairman de la Goldman Sachs. Voilà. Donc là, vous avez la collusion entre Santander et Goldman Sachs. On va pas tous les lire, on a bien compris un peu Si, attendez. Ah bon, d'accord. Mario Draghi. Tiens, Gouverneur de la Mario. Banque d'Italie, de la BCE, ex-vice-président de la Goldman Sachs. C'est intéressant. Son nom est là. Ouais. Et j'ai écrit ça il y a 1 an et demi. Il vient de remplacer Berlusconi. Voilà, c'est intéressant. C'est pas tant pas Berlusconi, mais surtout au niveau de la Banque Centrale Européenne. Oui. Enfin bref, donc voilà, je rejette un petit coup d'œil à ce... Voilà, on a Zhu Xiangchuan, gouverneur de la Banque de Chine. À vos souhaits. Ouais, voilà. On a Yutaka, monsieur Yamaguchi, ancien de la Bank of Japan. Alors, on a un panel l'ancien... assez Attends, large, quand on même. a mieux que ça. Ah. Ernesto Zedil. Alors lui, carrément, c'est l'ancien président du Mexique. C'est tout. Rien que Voilà. ça, voilà. Voilà, il est dans le groupe des... Vous voyez, donc c'est collusion totale, politique, finance. C'est une évidence. Tout ce qu'on voit, cette espèce d'histoire fausse impression de démocratie politique, alors effectivement, pour les élections, le fait qu'on va un maire de gauche ou de droite ou Front National ou villepiniste, peu importe. Ok, mais derrière tout ça, on s'en fout. Je veux dire, il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est celui maintenant de la finance. C'est clair. Celui de la banque. Chose qui n'aurait jamais pu être possible avec De Gaulle. Jamais. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, Pierre, il nous reste 5 minutes. Je voudrais juste, à moins que Eugène, vous souhaitiez poser... Mon cher Eugène, nous sommes... il nous reste 5 minutes et dans 5 minutes, nous avons fini cette émission, voyez-vous. Alors moi je voulais poser une question parce que voilà, allez-y, je voudrais mon qu'on cher parle Eugène. C'est qu'on marrant quitte. parce que de profil, vous ressemblez à Tintin. Là. Ah, je lui ai déjà dit, ça, sa petite Ouais, c'est toupette, marrant. là, Ouais, vous ouais. avez vu aussi, vous C'est Enfin, moi, marrant. question houppette, je suis un peu mal barré, mais enfin, bon, bref. Alors je voudrais qu'on quitte Black Master pour parler du professeur Fekete. Il a fait Comment un vous dites, Eugène Antal Fekete, c'est un professeur hongrois, c'est un grand ponte du marché de l'or et il prône lui le retour au standard or. Quel intérêt il y aurait aujourd'hui à revenir au standard or? Bah, En 5 minutes. à hein, l'étalon Pierre, or. Attention, en 5 minutes, vous avez 5 minutes. Pierre. D'une part, parce Sans que filet. toutes les monnaies papier ont échoué. L'histoire montre que toutes les monnaies papier ont échoué. Toutes les monnaies papier qui ne reposent sur rien ont abouti à des systèmes politiques qui ont explosé. Voilà, je pense notamment à la Révolution française, hein, enfin ce que les révolutionnaires avaient fait, etc. On a eu droit à un Weimar en France à l'époque, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Et- Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui dans l'économie mondiale que les nations reviennent au standard or, à l'étalon C'est or? inévitable, c'est inévitable. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie papier qui repose sur rien. Ça. Je veux dire, techniquement, au bout, vous devez avoir un échange. Et d'ailleurs, vous avez vu que bien que les monnaies ne soient plus calquées sur l'or depuis la décrochage américain de 71, l'or n'a jamais perdu. Hein, personne n'a jeté l'or à la poubelle. Tiens, essayez, comme dirait... comme il s'appelle, Marc Faber, essayez d'offrir une bague en carton à votre fiancée. Vous allez voir comment elle... Hein, Bah, hein, c'est-à-dire que pour le mariage, après, c'est pas super gagné quand même. quoi. voilà, Surtout, donc l'or c'est- reste bon. l'or. Voilà. Et- Et c'est l'ultime, c'est... de toute façon, c'est vraiment la valeur... c'est ce qu'avait dit un autre spécialiste, il dit avec une pièce d'or, hein, vous pouvez acheter une toge à l'époque de Rome, à l'époque de Néron. Aujourd'hui, avec une pièce d'or, hein, vous pouvez acheter un costume à Paris sur les grands boulevards. Enfin, pour la valeur, sans aucun problème. Sans aucun problème. Vous pouvez même acheter deux. Alors, Vous avez même la cravate en plus avec. Alors, le standard or, on a failli y retourner en 83, et il raconte Fekete, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il va La Fed rencontrer... l'a flingué. Ouais, La Fed il a flingué le- il demande une audience au président des États-Unis, George Bush père. Oui, Bush était d'ailleurs Il tout le à fait convainc- disposé effectivement à Ouais. revenir au standard or, mais la Fed était vraiment pas d'accord. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. D'accord. Et vous dites aussi que Sarkozy a vendu l'or de la France. Qu'est-ce que c'est que cette Absolument, histoire? mais c'est absolument scandaleux. C'est un acte de haute trahison. Il a vendu, comme l'anglais d'ailleurs, Gordon Brown, ils ont vendu, Sarko a vendu 600 tonnes de la France pour soutenir le dollar.
Alors que les Américains, bien entendu, n'ont pas vendu un seul gramme de leur or pour soutenir leur dollar. C'est absolument scandaleux. C'est ce que dit Fekete. Il dit que l'or de la France, des Français, la sueur des Français est corvéable à merci dès qu'il s'agit de sauver cette poubelle qu'est le dollar américain. Mais les Américains, eux, ils ne vont certainement pas dépenser sortir de leur dollar, même en planche à billets, pour acheter leur truc. C'est un appauvrissement des nations au seul profit des États-Unis. Et si je ne pouvais résumer tout ça, c'est juste c'est une mainmise de l'Amérique sur tous les pays, pour uniquement faire durer le plus longtemps possible leur dollar qui, aujourd'hui, a perdu 99% de sa valeur. Donc il reste encore quelques mois, ou au mieux 2 ou 3 ans, avant l'explosion finale des États-Unis. Eh bien, Eugène, vous vouliez poser une toute petite dernière question, mais alors Pierre, en quelques mots, si vous pouviez répondre à Eugène, parce qu'on va exploser le temps d'antenne. Oui. Est-ce que vous avez envoyé vos ouvrages à tous les candidats au présidentiel ? Ça, je suis pas le genre. Vous avez déjà essayé d'en rencontrer un pour le briefer un peu ? Bah, vous savez, moi j'ai eu Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen comme invités donc à l'émission. Vous savez, mon blog est ouvert je veux dire, tout le monde peut lire le blog. J'ai pas besoin de. Et puis moi, je suis pas du genre à envoyer mon. J'envoie le livre. Par exemple, je l'ai envoyé à Blind Masters et à Jamie Dimon. Tu vois, ça, c'est quand même le b.a.-ba, la moindre des choses d'ailleurs. Mais je ne suis pas du genre à. Vous voyez ce que je veux dire ? Envoyer mon livre aux candidats en disant lisez-le. Je pense que s'ils ont des gens intelligents autour d'eux qui leur font les petites fiches, etc., vous inquiétez pas, de toute façon l'information circule très vite. Et malheureusement, je ne suis pas certain, et d'ailleurs on le voit à leur discours, de tous les candidats, il n'y en a qu'une. Une seule qui a vraiment compris ce qui se passait. Bon, alors c'est pas Martine Aubry parce qu'elle n'est pas candidate. Bon, eh bien. Non, mais je veux dire, vous écoutez Hollande, vous écoutez Sarkozy, vous écoutez. Il n'y a que Marine Le Pen qui effectivement parle des véritables de ce problème financier aujourd'hui. Personne d'autre. C'est Nicolas Dupont-Aignan qui dit effectivement il faut annuler la loi du 3 janvier et éventuellement un autre candidat qui. Je ne sais pas s'il aura ses signatures, c'est Asselineau. Mais bon, ils ne sont pas significatifs, ni Dupont-Aignan, ni Asselineau. Ils ne sont pas significatifs. Eh bien écoutez, chers auditeurs, nous touchons à la fin de cette émission. Je ne dirai qu'une chose, Pierre, merci beaucoup, c'était formidable. Chers auditeurs... On retrouvera évidemment les titres sur notre site. Absolument. Un seul mot. Eh bien, votez Jovanovic. Ah bah d'accord. À la bornage et pas de quartier.